Merci d'être venu pour ce débat, cette conférence organisée par l'IREMO sur les vents de révolte en Algérie, au Liban et en Irak. L'année 2019, on peut dire aujourd'hui maintenant sans trop de doute que ça a été la deuxième vague du printemps arabe. Presque 10 ans plus tard, pas tout à fait. Mais il y a des différences. Qu'est-ce que les manifestants ont appris? Qu'est-ce que les pouvoirs ont appris? Comment le contexte international et régional a évolué? Cette deuxième vague s'est pas du tout déroulée de la même manière. D'abord parce qu'elle a touché des pays où il était beaucoup plus difficile d'envisager un soulèvement, une révolution, un mouvement, vous l'appellerez comme vous voulez. Des pays où les régimes étaient nettement plus installés. Je pense à plus solidement installés et plus aguerris. Je pense à l'Algérie. Je pense au Soudan, qui a donné le coup d'envoi de cette deuxième vague et dont on ne parlera pas aujourd'hui. Des pays aussi au système confessionnel extrêmement complexe et parfois conflictuel. Je pense au Liban, je pense à l'Irak, et qui sont extrêmement difficiles à défaire. Beaucoup plus difficiles que des régimes comme la Tunisie, l'Égypte, où la dimension confessionnelle n'était pas entrée dans le problème. Et nous avons donc aujourd'hui 3 interlocuteurs de qualité qui vont nous parler un peu de chacun de ces pays qu'ils connaissent bien, et puis on va les faire aussi débattre ensemble, et s'il y a le temps à la fin, évidemment, vous donner la parole pour quelques questions. Je vais commencer peut-être par Moustapha Benfodil. Il y a eu une élection en Algérie, une élection présidentielle qui a été suivie de manière presque étrange par la disparition du chef d'état-major. Et ces 2 événements marquent un peu une forme de fin de première étape. Est-ce que on peut faire un point maintenant sur où en est le Hirak, le fameux mouvement de contestation qui a débuté le 22 février de l'année dernière, donc bientôt 1 an. Est-ce qu'il a marqué une forme de pause, d'arrêt et est-ce qu'il a encore des forces pour repartir, mais vers quoi? Puisque des élections ont eu lieu, même si, évidemment, les militants du Hirak n'en étaient pas satisfaits. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. D'abord, pour moi, c'est une... avant-hier, ou plutôt hier, le Hirak a franchi la barre symbolique des 50. Hier, on était à la 51e épisode. Et c'est en soi une excellente nouvelle. C'est-à-dire jamais aucun observateur, aucun analyste n'aurait parié sur une telle longévité. Et donc en soi, c'est un événement. Le Hirak, c'est quelque chose de totalement inédit, même s'il y a eu plein de mouvements sociaux en Algérie, plein d'émeutes. Peut-être beaucoup d'entre vous ont entendu parler des émeutes d'octobre 1988, où il y a eu 500 morts, où il y a eu un embryon d'expérience démocratique, il y a eu le printemps noir, on a eu plein de mouvements après les printemps arabes. Mais cette forme-là, elle est inédite en moi pour 3 raisons. Parce qu'elle est dans sa forme d'expression que concentre le slogan Silmiya, pacifique. Donc c'est une forme de contestation non violente. Contrairement à 88, par exemple. 88, voilà. Où des commissariats avaient été attaqués. Exactement, voilà, où il y a eu effectivement des émeutes violentes. Par ces niveaux de participation, c'est-à-dire jamais on a connu de tels niveaux de mobilisation. C'est-à-dire de toutes les wilayas, de toutes les classes sociales, mouvement totalement transversal et spontané, c'est-à-dire il n'est pas organisé, il n'y a pas de leadership. Et la 3e chose, c'est sa longévité. Donc rien que pour ça, le Hirak, c'est quelque chose d'exceptionnel dans l'histoire contemporaine de notre société. Alors pour te répondre, pour l'après 12 décembre, donc il y a eu 12 décembre, enfin, j'allais dire, le régime a réussi à tenir une élection présidentielle. Et il faut savoir qu'il y a eu 2 élections auparavant qui ont été annulées, et ça en soi aussi, ce n'est pas anodin. Il y a eu une élection qui était programmée le 18 avril, celle du fameux 5e mandat, et puis il y a eu une élection qui a été programmée le 4 juillet. Et finalement, feu général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah
il a tenu son élection. Mais je dois dire juste que ça, pour moi, c'est la troisième phase du Hirak. C'est-à-dire la première, ça a été du 22 février au 2 avril, avec le départ de Bouteflika. La deuxième, du 2 avril au 12 décembre. Et maintenant, nous sommes dans le temps 3. Et pour te répondre, Christophe, alors quels sont les enjeux de cette étape? À mon avis, l'urgence des urgences se situe à 3 niveaux qui reviennent régulièrement dans les slogans. C'est la libération des détenus. Et j'ai une pensée très très forte pour toutes les personnes, toutes les femmes, tous les hommes qui sont encore en détention. Il y a Karim Tabou, il y a Fadil Boumala, il y a une étudiante qui s'appelle Nourhadi Agadi, et il y a à peu près 120 personnes d'après le dernier chiffre du Comité national pour la libération des détenus. Donc ça, c'est une chose. Il y a la libération de la justice, parce que la justice est aux ordres. La justice, c'est vraiment le bras répressif du régime. Et il y a la libération des médias. Moi, je travaille dans un journal qui s'appelle Watan. Je couvre depuis le début le manif le vendredi et le mardi. Et nous sommes quelques chats. C'est honteux de le dire. Il y a un blackout total sur les images. Il n'y a aucune chaîne de télévision, ni privée, ni publique, qui relaye les manifs. Il y a un site comme Tout sur l'Algérie, TSA, qui n'est pas accessible en Algérie. Donc sur les médias, il y a aussi un verrouillage effronté. Et donc rien que sur ces 3 urgences, il y a beaucoup à faire. D'accord. Je vais être un tout petit peu provocateur, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de transformation de gilet jaunisation du Hirak, c'est-à-dire avec des manifestations tous les samedis, de moins en moins tous les vendredis, contrairement aux gilets jaunes. C'est pas un jugement de valeur que je porte, mais de moins en moins de gens, parce que les gens sont accaparés par la vie quotidienne, par les problèmes. On sait que la situation financière du pays est difficile, par éventuellement découragés ou démotivés par la mise en scène d'une sorte de grand débat national qui ferait office puisque le président a annoncé des changements constitutionnels. Et est-ce que c'est, pour combattre ce risque, est-ce qu'il ne serait pas temps que le Hirak se dote d'instances représentatives? Parce que j'ai l'impression que ce qui a fait sa force pendant la première et même la deuxième phase, le refus d'avoir un leadership qu'on pouvait plus facilement identifier, donc arrêter, fait qu'aujourd'hui, les gens sont sans trop de consignes et certains membres du Hirak estiment même que ils ont eu satisfaction. Alors c'est pas la même conception qu'ils ont de cette révolution. Pour eux, c'était une élection sans Bouteflika, etc., avec quelques partis. Est-ce que, sans un leadership et représentatif, il n'y a pas un risque de dissolution peu à peu de ce mouvement? En fait, pour te répondre très simplement, Christophe, le génie du Hirak, c'est justement ce format-là. C'est ce format-là qui est totalement inédit et qu'on ne peut pas, en fait, domestiquer, qu'on ne peut pas enfermer dans une espèce d'ONG, dans un sigle. C'est-à-dire il n'aurait pu mobiliser autant que parce qu'il est transversal et qu'il n'a pas de leadership. Parce que dans le même cortège, vous pouvez trouver des gens qui crient le nom de Ali ibn Hajj, des gens de Rachid, par exemple, des islamistes, et juste à côté, des gens du PST, des gens qui vous disent Thawrat Zawaliya ou l'Ummal ou Talaba, c'est-à-dire révolution des pauvres, des ouvriers, des étudiants. Et les deux se parlent et ils manifestent côte à côte. Par contre, si vous leur dites quel serait pour vous le leadership, chacun a sa liste. Et ça devient irréconciliable et ça devient ingérable. Et donc, moi, je dirais, ce format-là, il va continuer à fonctionner. Parce qu'il y a encore énormément de choses sur la table. Il faut savoir juste une chose, c'est que beaucoup d'Algériens ne se sont pas accommodés de la présidence Tebboune. Ils la rejettent. Je rappelle qu'il a été élu à 58%, mais sur un taux de participation officiel, ça c'est les chiffres officiels, de 40%. En soi, c'est une première en Algérie. Nous, on est du genre 99,99%. Et là, on a justement cette forme d'humilité à laquelle on a acculé le pouvoir, mais les gens disent, par exemple, l'un des slogans qui revient ces derniers jours, c'est on ne s'arrête pas jusqu'au départ, ce qu'on appelle la Issaba, c'est-à-dire la mafia, la bande au pouvoir. C'est-à-dire pour eux, les pratiques sont restées, les lois sont restées, les clans sont restés, et la bureaucratie sécuritaire est restée. Et il y a aussi un élément extrêmement important, il est résumé par le second Dawla Madaniya, M. Askaria, c'est-à-dire état civil non militaire, et là il touche à l'ossature même du régime algérien, qui a toujours été bicéphale, c'est-à-dire on a toujours eu une façade civile avec un cabinet noir, comme on l'appelle, qui détient la réalité du pouvoir. Donc rien que pour ces raisons-là, le Hirak va continuer. Après la question de la représentation,
je vous le concède, elle divise, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui est tranché. En tout cas, moi personnellement, je considère que cela n'empêche pas qu'il y ait, entre guillemets, des sécrétions, des émanations du mouvement, qu'on pourrait appeler une sensibilité hirakienne qui pourrait peut-être s'exprimer, par exemple, ça c'est par exemple Sofiane Djilali de Djildadid qui le dit, entre autres, hein, il dit il faut qu'on occupe le terrain électoral pour les prochaines législatives et municipales. Parce que je pense à des expériences passées, notamment la révolution syrienne qui a connu les comités de coordination de la révolution qui ont quand même duré 2-3 ans, qui ont joué un rôle très important dans l'administration des villes libérées du régime, qui ont permis des sortes des journées nationales sur des thématiques, des manifestations nationales, ce qui est le cas en Algérie, mais sur des thématiques qui étaient discutées à l'avance, votées via des moyens comme Facebook, etc. Parce que moi, ce que je crains, c'est que, imaginons que s'engage un dialogue sur une réforme de la Constitution, comment le Hirak se représenterait au sein de ce dialogue, ne serait-ce que pour dire, bon, bah, ça ne nous va pas, mais voilà quelles sont nos demandes. Parce qu'à un moment, il va falloir formaliser pas seulement la chute du système, mais le passage à un autre système. Et là, je pense à un autre exemple, c'est le Soudan, où les forces pour le changement et la démocratie ont mis au point une sorte de liste de demandes qui ont été négociées âprement avec les militaires, dont toutes n'ont pas été acceptées, mais qui sont en train d'être progressivement mises en œuvre dans le cadre d'une transition réelle et fragile, et à ce jour plutôt la seule en fait des mouvements de 2019. En tout cas, le mouvement, comment il a fonctionné, de manière générale, on a eu des périodes, on va dire, de haute intensité, des périodes de basse intensité. Ça s'est alterné. Par exemple, quand il y a un objectif commun, genre rejet des élections, là, on a noté un regain de mobilisation. Après, il y a des périodes où on a le sentiment, effectivement, que ça retombe un petit peu. Par exemple, après le 12 décembre. C'est vrai qu'il y a une partie de l'opinion qui considérait qu'il faut laisser, comment on dirait, une période de grâce au nouveau président pour travailler. Et puis il y a aussi le front social, le front économique qui suscite des inquiétudes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui craignent pour leur emploi. Et il y a aussi un autre secteur qui craint les troubles régionaux. Vous avez évoqué tout à l'heure les printemps arabes. Et l'une des choses sur lesquelles a joué le régime Bouteflika, c'était sur les images de la Syrie, de la Libye, du Yémen, en disant l'Algérie, si vous voulez la contestation, voilà ce que vous risquez. Donc là, vous avez la paix civile, il y a de l'argent, il y a de la redistribution, donc longtemps il a fonctionné sur ça. Mais cela n'empêche pas, par ailleurs, qu'il y ait des moments de haute intensité, par exemple, justement sur le chapitre de la révision constitutionnelle. Ça, pour moi, ça va être l'occasion, justement, d'un Hirak qui sera plus intense et plus puissant. Parce que les gens, en fait, ce qu'ils veulent, c'est diminuer les pouvoirs du président de la République. Mais par-dessus là, c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire on veut sortir de cette structure, comme je l'appelais tout à l'heure, bicéphale, où on a toujours les représentants qui comptent pour du beurre, et derrière on a des gens qui tirent les ficelles, qui sont dans l'administration, dans l'armée, dans les services de sécurité. On a aujourd'hui une police politique terrible. Juste pour vous raconter une anecdote, avant-hier, jeudi, des étudiants devaient organiser une projection avec un débat du film Z de Costa Gavras qui a été tourné à Alger, financé par l'Algérie. Ils ont été interdits, ils ont vu les renseignements généraux se débarquer à la Cinémathèque. Après négociation, on leur a dit « Ok, on fait la projection, mais pas de débat ». Et ça, c'est dans tous les secteurs de la société, vous avez ce genre de choses. Donc les gens, ils veulent en finir avec la police politique. Merci, Moustapha. On va passer à Djoumana. Et évidemment, vous échangerez sur vos expériences respectives. Djoumana Haddad, vous êtes écrivaine, romancière libanaise. Comment avez-vous vécu ce moment de révolution que plus personne n'attendait au Liban ? Alors, bonjour à tous, à tout le monde. Tout d'abord, il faut dire que je suis aussi militante politique depuis pas mal d'années. Et donc, j'étais vraiment au cœur de cette révolution. Chez nous, au Liban, on préfère l'appeler révolution, pas Hirak. C'est, il faut dire, un moment que j'attendais depuis très longtemps. Je suis née en 1970. La guerre au Liban
et les divisions ont éclaté en 75. Et depuis ce moment-là, même si l'on prétend que cette guerre s'est terminée en 1990, elle a continué jusqu'à maintenant sous d'autres formes, parce qu'il y a plusieurs formes de s'entretuer, dont surtout la manière de refuser l'autre et de ne pas donner de l'espace à de nouvelles voix dans la politique. Et donc, lorsque cette révolution a éclaté le 17 octobre, il y a beaucoup de choses en commun avec ce que disait tout à l'heure Mustapha. Elle est transversale de plusieurs groupes différents, de toutes les classes sociales, mais surtout beaucoup de jeunes. Ce sont les jeunes qui ont en quelque sorte porté cette révolution et ils ont dû affronter 3 formes de découragement, l'une après l'autre. La première, évidemment, comme toujours au Liban, c'est-à-dire de la part de la classe politique, évidemment, qui ne voulait pas accepter qu'il y ait cette contestation. La première façon, c'était de mettre des doutes sur qui finançait, entre guillemets, ce soulèvement. Et donc, nous étions des suppôts. Oui, avec l'Occident, les États-Unis, Israël, tout ça. Donc, il y avait plein d'accusations absurdes à propos de qui était la provocation initiale, originelle du soulèvement. Ça n'a pas marché du tout, parce que c'était vraiment absurde. La deuxième façon, ça a été la peur, c'est-à-dire ils ont utilisé la violence, surtout les forces de l'ordre, mais aussi à travers les milices de certains partis, comme surtout Harakat Amal et Hezbollah, qui sont les 2 partis chiites qui ont essayé d'intimider les révolutionnaires en utilisant la force, la violence, mais là aussi, ça n'a pas marché. Et la troisième façon pour essayer de décourager les révolutionnaires, c'était la menace de guerre. Ah, vous êtes en train de déclencher une nouvelle guerre au Liban. Et là aussi, vu que il n'y avait qu'une milice armée au Liban, qui est le Hezbollah, et que même cette milice, c'était clair, n'aurait aucun intérêt à déclencher une guerre, et puis une guerre avec qui et contre qui. Là aussi, ça a tombé à l'eau. Et donc, ils ont dû quand même abandonner cette forme de résistance et former un supposé nouveau gouvernement qui représenterait mieux, là c'est ce que vous avez vécu avec le nouveau président, former un nouveau gouvernement qui représenterait mieux les intérêts des Libanaises et des Libanais. Mais en formant ce gouvernement, rien n'avait changé parce que, comme toujours, le pouvoir au Liban est un gâteau. Et chaque parti avait considéré qu'il avait droit à 1 ou 2 morceaux selon son poids dans la vie politique. Et ils ont formé ce gouvernement de la même manière, sans oublier que la main de la Syrie et du Hezbollah est très présente dans ce gouvernement-ci. Et là, mardi, le Parlement doit voter confiance au gouvernement et on va tout faire pour qu'il n'y ait pas confiance parce que ce n'est pas le gouvernement qui répond à nos attentes en tant que... Ça fait 4 mois que nous sommes dans la rue, que nous essayons c'est-à-dire de réclamer nos droits fondamentaux. Il ne s'agit pas juste de la corruption, de l'énorme vol
dont nous avons été l'objet, mais d'ailleurs aussi les pays occidentaux qui ont donné de l'argent à ces gouvernements libanais successifs sans jamais avoir un résultat, ni pour l'électricité, ni pour rien. Et donc, mais aussi pour les droits humains, c'est-à-dire notre dignité en tant que citoyen, notre droit à un État laïque, non contaminé par le système confessionnel qui maintenant régit non seulement la vie politique, mais aussi les vies privées des citoyens, qui ne sont pas d'ailleurs des citoyens à cause de ça. Mais il faut que je dise qu'à la différence de Mustapha, bien que pour moi, je vois que c'était excellent, la première phase, ne pas avoir de leader. Et c'était d'ailleurs le point fort de cette révolution. C'est ce qui lui a permis d'être tellement transversal, mais aussi inattaquable. Là, maintenant, je suis de celles et ceux qui croient qu'il faut nous organiser un peu plus, qu'il y a besoin de former une certaine forme de leadership, de structure pour pouvoir... Le leader qui est au Liban... Voilà, pas leader dans le sens Nabih Berri ou autre, non, mais... de nouveaux zaïms. Non, mais une certaine forme, une certaine structure qui pourrait quand même permettre à ce mouvement de révolte tellement attendu, qui, je crois, est vraiment notre dernière chance au Liban, du moins pour les 50 années au moins à venir, parce qu'il y aura beaucoup de difficultés à reconvaincre les gens que ce sera possible si ça ne marche pas et ça ne donne pas au moins un début de résultat. On comprend que ça va prendre du temps, le changement, mais il faut au moins un début de résultat. Et donc, là, on essaye de voir comment on peut mettre en place cette structure, non pas pour proposer des solutions au pouvoir, parce qu'il ne s'agit pas de ça, mais surtout pour pouvoir former une vraie résistance en face de cette résilience insolente que ces zaïms ont pour ne pas lâcher le pouvoir qui est pour eux une vache qui leur donne depuis une trentaine d'années au moins des millions et des millions de dollars, et ils n'ont pas assez. Bien, mais alors il faut peut-être rappeler aussi comment tout cela a commencé. Ça a commencé par l'annonce d'une taxe. Non, c'était pas ça. Non, je refuse cette version. Non, mais les déclencheurs, on ne sait jamais ce que c'est. Oui, exactement. Et c'est pourquoi je trouve que c'est trop réducteur, de dire que ça a commencé à cause de la taxe sur WhatsApp. Déjà, quelques jours avant le 17 octobre, la crise économique avait commencé à se manifester. On avait du mal à avoir des dollars, tout cela. Et donc, on ne peut jamais mettre le doigt sur le quand et comment et pourquoi ça a commencé, mais c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Alors, parce que vous avez abordé le sujet auquel je voulais en venir, qui était l'économie. Oui. C'est qu'entre-temps, il y a une accélération de la crise économique et un écroulement financier du pays. Oui. Or, jusqu'à présent, l'économie libanaise marchait sur la tête, mais son système financier assurer une forme de consensus au pays en versant des taux d'intérêt extrêmement élevés, d'autant plus élevés qu'ils n'étaient pas appuyés sur une économie qui produit de la richesse. L'écroulement du système bancaire, est-ce que c'est la fin d'un mythe libanais et peut-être le moyen de venir à bout de ce système? Mais dans ce cas, ça voudra dire beaucoup de casse, parce que beaucoup de Libanais ont mis leurs économies en banque, et elles risquent de ne plus rien valoir du tout si jamais la livre et le dollar se déconnectent complètement, sachant que l'économie libanaise est complètement dollarisée.
Bon, je ne saurais pas vous dire si c'est vraiment la fin de cette politique bancaire, mais comme vous l'avez si bien souligné, la crise économique s'accélère. Nous en sommes au point où on donne, certaines banques du moins donnent $100 seulement par semaine à des gens qui ont quand même mis tout leur argent, tout ce qu'ils ont pu en quelque sorte amasser. C'est parfois de très petites sommes, des gens très modestes qui ont pu mettre de côté quelques milliers de dollars. Et évidemment, nous sommes terrifiés. On parle de haircut, on parle de plusieurs formes de punitions qui vont surtout s'abattre sur les citoyens, alors que si on pensait ou bien si on insistait sur une solution essentielle qui est pouvoir réavoir une partie de l'argent qui nous a été volé par l'État libanais. Déjà, c'est ce qu'on essaye. D'ailleurs, il y a certains qui essayent avec la Suisse, parce que beaucoup de ces zaïms ont mis des sommes exorbitantes, très élevées dans des banques en Suisse. Donc, on est en train d'essayer de faire comme une lawsuit, des poursuites. Des poursuites en justice pour pouvoir avoir au moins une partie de cet argent qui nous est dû et qui pourrait alléger un peu le poids de cette crise économique. Et d'ailleurs, ils ont essayé de blâmer la révolution pour la crise économique, comme si c'était la révolution qui a déclenché la crise économique, alors que c'est complètement l'opposé. C'est le contraire. Et c'est pour vous dire l'insolence. Je n'arrête pas de dire, on dit waqaha en arabe. C'est vraiment au-delà de l'insolence. Mais je vais revenir quand même à cette crise économique vraiment grave et immédiate, conjuguée à un contexte régional extrêmement tendu entre l'Iran et les États-Unis, conjuguée au travail de fond effectué par, je pense notamment au Hezbollah, pour reconfessionnaliser les rapports politiques, parce qu'il a été bousculé dans un premier temps en voyant des gens manifester contre lui dans ses propres fiefs. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de retour un peu au clivage ancien au Liban, riches contre pauvres, chiites contre sunnites, chiites contre chrétiens, chrétiens contre sunnites, qu'on voit un peu réapparaître ces dernières semaines? Alors, pas du tout. Non. Évidemment, la classe politique adorerait avoir un scénario pareil, mais ce n'est pas du tout ça, parce qu'il n'y a pas... c'est-à-dire, bon, les riches, c'est surtout eux. Une grande partie des gens qui ne sont pas au pouvoir et qui sont convaincus par la révolution sont en train d'ailleurs de faire beaucoup d'initiatives pour aider les gens à surmonter. Il y a vraiment un travail humanitaire incroyable qui est en train de se faire pour pouvoir apaiser un peu les gens qui sont le plus affectés par cette crise économique, qui ont perdu leur boulot, qui n'arrivent même pas à avoir de quoi mettre sur table le soir pour leurs enfants. Et ce n'est pas chiite contre sunnite, même s'ils ont essayé aussi d'utiliser cette... mais les gens n'ont pas... Je crois qu'il y a une certaine lucidité, une certaine vigilance qui désormais s'est déclarée pendant cette révolution, qu'on ne peut pas perdre. Elle est déjà acquise. On sait désormais quels sont les boutons sur lesquels ils vont essayer quels sont les boutons qu'ils vont essayer de presser pour nous arrêter, et donc ça ne peut pas marcher parce qu'il y a comme j'ai dit, cette lucidité. Parfois, on anticipe leur réaction même. Mais le problème, c'est qu'ils sont coincés dans ce Liban confessionnel où ils croient qu'ils peuvent toujours jouer la carte de la peur de l'autre pour pouvoir régner dans leur clan respectif, alors que la rue
et dans un Liban complètement différent, un Liban beaucoup plus uni, beaucoup plus qui n'a aucune sensibilité confessionnelle qui puisse être investi par le pouvoir. Et donc, il s'agit maintenant pour eux de vraiment laisser le déni dans lequel ils essayent de vivre et de voir les choses comme elles sont parce qu'elles ont changé. Le Liban a changé. Bien, donc beaucoup d'optimisme aussi de votre part, Joumana Haddad. On ne peut pas se permettre du pessimisme. Voilà, comme Mustapha. On ne peut pas. Je me tourne maintenant vers Charles Thépeau. Alors, Charles, vous êtes diplomate et en ce moment chercheur, enfin observateur. Ça arrive. Voilà, donc là, je crois que vous passez une année aux États-Unis dans un think tank, ce qui est un bon endroit en plus pour observer Il se passe des choses à Washington en ce moment. Voilà, les soubresauts du monde arabe, mais pas que du monde arabe. On va parler d'un pays, parce que, hélas, les collègues qui devaient être là pour parler de l'Irak ont été appelés par l'actualité. Donc on va parler d'un pays que vous connaissez bien, l'Irak, que j'ai pu couvrir à une époque pas toute récente, mais pas si ancienne que ça non plus. Est-ce que, dans un premier temps, vous pouvez expliquer, parce que s'il y a un pays qui va mal, plus mal que l'Algérie et plus mal que le Liban, c'est l'Irak. C'est plus que 3 décennies, presque 4 de guerre ininterrompue, si vous considérez que l'embargo était une guerre aussi, faite à la société par son propre régime et par le système international. Vous êtes dans une société donc en guerre depuis 4 décennies, un système politique ultra-violent, recomposé sur des bases confessionnelles à partir de 2003, après l'invasion américaine, un État effondré qui a été reconstruit sur des bases plutôt ultralibérales, sachant qu'il était beaucoup plus centralisateur, jacobin, avant l'invasion de 2003. Cette révolution irakienne, qui elle mobilise et qu'est-ce qui est demandé par les manifestants? Avant de répondre, je vais simplement faire deux remarques. La première, effectivement, c'est que je suis diplomate, mais j'ai le luxe de travailler dans un think tank en ce moment, donc je parle en mon nom propre et mes opinions n'engagent que moi. La deuxième remarque que je vais faire me semble aussi importante. Je suis un observateur extérieur qui n'a pas pu aller sur le terrain en Irak, en l'occurrence ces derniers mois, et donc contrairement à mes collègues, je ne suis pas un acteur de ces événements, donc je suis très prudent sur l'analyse qu'on peut en faire, aussi parce que je suis d'accord avec eux sur leur importance historique et qu'un certain nombre de catégories qui ont pu être utilisées pendant des années pour décrire l'instabilité qu'on peut voir en Europe de loin, dans les pays arabes de manière générale, on a vraiment observé ces derniers mois des choses vraiment nouvelles. Dans le cas irakien, on a, je pense, l'illustration à la fois d'un phénomène national très particulier, lié à la chronologie que vous venez d'évoquer, et des constantes qui rejoignent les commentaires qui ont été faits, avec d'abord une collision entre une crise sociale extrêmement profonde et des tensions géopolitiques qui sont assez similaires à celles observées au Liban, et aussi l'éclatement d'une espèce d'ambiguïté qu'il y a eu pendant un certain nombre d'années dans la région, entre la distance entre le pouvoir institutionnel et le pouvoir réel, avec des façades institutionnels qui étaient les interlocuteurs légitimes sur un certain nombre de politiques, mais tout le monde savait que le pouvoir réel était détenu par d'autres acteurs, et les mouvements actuels essayent de dénouer ce fil-là. Concrètement, qu'est-ce qui se passe en Irak ? Depuis plusieurs mois, à peu près 4 mois, vous observez des manifestations sans précédent. Pourquoi sans précédent ? Pas parce que c'est des manifestations. Vous avez, comme dans d'autres pays, une colère sociale très ancienne liée aux difficultés évoquées. Et donc, que ce soit
en 2011, que ce soit en 2013, 14 ou 15, vous avez à Bagdad et en Irak de manière générale des manifestations, des protestations sociales face à des conditions de vie qui sont jugées indignes. Et donc vous avez un historique de mobilisation sociale qui est tout aussi fort que dans les autres pays. Vu de France, on a parfois l'impression que le terrain social a été secondaire en Irak parce qu'il y avait la lutte contre Daesh et d'autres phénomènes, mais sur le terrain, c'est des choses qui ont été particulièrement fortes et qui ont été réprimées dans les années précédentes de manière tout aussi forte. Ce qu'on observe depuis 4 mois, c'est une série de manifestations qui sont à la fois pacifiques et qui revendiquent un agenda exclusivement nationaliste. L'Irak est marqué par des tensions confessionnelles. Donc, pour mémoire, on a une population qui est constituée à peu près de 60% de personnes de confession chiite, 20% de personnes de confession sunnite, 15% de Kurdes et quelques autres minorités. Et ce fait-là a été gravé dans la Constitution en 2003, comme ça a été rappelé, ce qui donne à telle ou telle communauté des postes dans l'administration et dans le gouvernement, et qui a confessionnalisé un certain nombre de sujets. Ce qui est frappant depuis le début de ce mouvement, c'est que les revendications sont nationalistes et concernent en fait des choses qu'on a entendues en 2011 et qu'on entend aussi aujourd'hui, à savoir la dignité, des opportunités économiques et la lutte contre la corruption. Résumé, ça s'appelle l'état de droit. Et donc, on a des manifestants qui sont plutôt jeunes, mais là, je pense qu'il y a un élément important à avoir en tête. En Irak, 70% de la population a moins de 30 ans. Donc, dire que les jeunes manifestent, c'est pas dire que vous avez quelques ados qui sont allés marcher dans la rue, c'est dire qu'une bonne partie de la population est dans la rue. Et ça donne une ampleur aux manifestations particulièrement importante. Et ce qui a marqué assez rapidement ces revendications, c'est leur répression assez féroce par des services de sécurité. Ce qui est particulièrement complexe dans le cas irakien, c'est que l'instabilité gouvernementale et la fragilité des institutions depuis 2003 impliquent que personne ne sait vraiment, ou en tout cas avec certitude, qui est responsable de cette répression. On a certaines milices, certains services de sécurité qui ont été impliqués, mais il est impossible de savoir exactement ou avec certitude qui est le donneur d'ordre. Et ça donne à la situation irakienne un caractère un peu spécial parce que finalement pour les manifestants, la cible est encore plus difficile à trouver que dans d'autres pays. Qui est-ce qu'on doit faire démissionner finalement ? Et cette réponse est pas si facile que ça à apporter. Au moment où institutionnellement, il y a un gouvernement intérimaire, il y avait jusqu'à il y a quelques jours un gouvernement intérimaire qui gère les affaires courantes suite à le départ du Premier ministre précédent. Et donc, vous avez à la fois un gouvernement qui n'est pas de plein pouvoir, ou en tout cas qui n'a pas la possibilité de prendre toutes les dispositions, avec des négociations très compliquées entre forces politiques pour savoir est-ce qu'on refait des élections, est-ce qu'on change le gouvernement, qui doit être au gouvernement, et donc une incapacité institutionnelle à répondre directement aux revendications de la rue. Je termine en précisant un fait avéré qui est que la grande majorité des villes qui sont concernées par ce mouvement sont des villes chiites, notamment au sud du pays et à Bagdad, qui est au fur et à mesure de changements démographiques liés à la guerre, Bagdad qui est devenue une ville majoritairement chiite. Mais cette identité confessionnelle ne contredit pas les revendications principales des manifestants, qui sont des revendications, comme je le disais, d'état de droit. Ce qui se pose comme défi pour ces manifestants, et je pense que ça rejoint un certain nombre de remarques qui étaient faites pour le Liban et l'Algérie, c'est la difficulté de convertir la manifestation. Une fois que le message de la rue a été exprimé clairement et que le crédit politique de cette manifestation est clair pour les manifestants, comment on le convertit en changement politique institutionnel ? Le débat qui a commencé sur la question du leadership est fondamental pour savoir quelle est la bonne stratégie.
Et en Irak comme ailleurs, on observe une difficulté profonde parce que pour éviter la répression ou le noyautage des mouvements, ces mouvements font le choix de ne pas avoir de leaders ou de personnes identifiées comme responsables de ces manifestants. C'est ce qui permet finalement aux manifestations de résister et de limiter la répression. Mais après un certain temps, cette situation entame la capacité du mouvement à faire des demandes précises de réforme. Est-ce qu'on commence par changer la loi électorale? Est-ce qu'on commence par demander une réforme du secteur de l'électricité? Est-ce qu'on demande plus de subventions publiques, moins de subventions publiques? Toutes ces questions qui sont des questions générales de macroéconomie qu'on pourrait avoir dans n'importe quel pays, elles deviennent insolubles dans ces pays-là, dans les 3 pays qu'on a cités et dans l'Irak en particulier, parce que le mouvement n'a pas accès aux institutions. Et par exemple, en Irak, si on avait des élections anticipées et un nouveau gouvernement, il n'est pas certain du tout que les manifestants aient la possibilité de se faire mieux représenter et donc d'influer sur la constitution du nouveau gouvernement. Donc on a une sorte de cercle vicieux et une sorte de pourrissement de la situation où la légitimité des manifestants n'est pas en jeu, mais finalement leur capacité à convertir ou à transformer l'essai est très difficile et la classe politique elle-même est dans une difficulté parce que quand bien même un homme politique à titre individuel voudrait répondre, il se trouve lui-même dans un jeu institutionnel très compliqué où rationnellement il n'a pas intérêt à se mettre en jeu lui-même sans que les autres le fassent. Donc il y a une inertie collective qui empêche le mouvement et tout ça dans le cas irakien est encore plus je dirais paralysé par la géopolitique puisque je pense que vous l'avez observé ces derniers mois, la tension entre les États-Unis et l'Iran est à son comble, avec une politique de pression maximum menée par l'administration Trump pour faire céder l'Iran, c'est-à-dire lui faire arrêter complètement toute activité d'enrichissement de matériaux nucléaires. Et l'Irak s'est trouvé être le terrain d'expression de ces tensions, alors avec l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani le 3 janvier, mais qui n'est finalement qu'un épisode extrême dans toute une série d'incidents qui ont commencé il y a au moins 6 mois. Et cette escalade... Et qui affecte beaucoup l'économie irakienne, puisqu'elle sert de sas avec l'Iran. Vous avez des liens commerciaux entre l'Iran et l'Irak, vous avez des activités humaines entre les 2 pays qui sont aussi impactées par les sanctions américaines contre l'Iran, et donc vous avez un mélange de 2 questions qui, sur le plan théorique, sont parfois traitées séparément. Comment on répond à une crise économique, comment on répond en diplomatie à une tension géopolitique, mais les 2 sont mêlés et rendent le problème encore plus insoluble, avec, et je terminerai par là, finalement la clôture d'une séquence qui a commencé en 2003 et que les manifestants essayent eux-mêmes de clore pour ouvrir une nouvelle page. Et un des slogans que les manifestants jeunes, donc qui sont nés ou un petit peu avant 2003 ou après 2003, en arabe disent « Nouridu Watan », nous voulons une patrie, avec un slogan donc, qui marque leur volonté de se réapproprier leur pays après des années de sentiment d'être dépossédés de leur destin politique par l'expansionnisme iranien, par l'intervention américaine en 2003 et toutes les questions géopolitiques qu'on a évoquées. Alors il y a une chose d'ailleurs qui est un peu étonnante et frappante, mais qu'on peut observer ailleurs dans le monde, c'est ce phénomène de nostalgie d'un âge que les manifestants n'ont pas connu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nostalgie de l'époque de Saddam Hussein, ça, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, mais il y a la nostalgie d'un État irakien qui était quand même un État tout-puissant, un État-providence et un État dictatorial. Alors il ne voudrait pas revenir à un État dictatorial, mais en revanche, un État-providence réel, oui, un État tout-puissant, il l'est encore, mais il l'est de manière clientéliste, c'est-à-dire que l'État irakien est aujourd'hui le premier employeur en Irak. C'est lui il a les ressources, il a le pétrole. Donc il embauche à tour de bras, mais on n'embauche pas pour une compétence ou pour un besoin. On embauche parce que votre patron politique est arrivé à tel poste de responsabilité, dispose de 80, 100, 150 embauches et fait rentrer des gens de son village, sa ville, sa famille, sa faction politique, etc. Donc
on rêve de revenir à un Irak où on vous envoyait comme boursier à Paris pour étudier l'ingénierie, la philosophie ou je ne sais quoi, et ensuite revenir faire ingénieur, philosophe ou professeur en Irak, comme ça a été le cas dans l'Irak des années 70 et 80, qui reste aujourd'hui dans l'esprit des personnes âgées une sorte d'âge d'or de l'Irak. Tout à fait, et ça renvoie à une difficulté supplémentaire pour les mouvements. On a parlé de la difficulté de structuration avec la question du leadership, et ensuite il y a une autre question qui est la question du programme. Quelles sont les solutions à apporter à ces problèmes? Sur la question économique, ce qui est très frappant, c'est que culturellement, c'est difficile pour des gens qui ont grandi avec un appareil étatique très centralisé, une économie largement administrée, même avec quelques libéralisations. C'est très difficile pour eux d'envisager une autre économie. Surtout quand la phase de transition nécessaire, que ce soit en Algérie, au Liban ou en Irak, la phase de transition nécessaire selon, on va dire, le consensus des économistes, ça s'appelle l'austérité. Et donc vous avez des mouvements qui demandent une nouvelle donne politique, en demandant des emplois, de l'activité économique, des opportunités, sauf que compte tenu des défis structurels, des problèmes accumulés pendant des années, la solution, simplement résumée, ça s'appelle l'austérité. Ça veut dire couper les emplois publics, ça veut dire arrêter les subventions publiques pour le pain, l'électricité et des produits de première nécessité. Et évidemment, le consensus social à trouver pour que cette transformation-là soit juste est, en Irak comme ailleurs, extrêmement difficile, surtout quand, au jour le jour, les gens se font taper dessus dans la rue. Alors, dernière question, Charles, sur l'Irak, et puis après on passera à un débat plus général. Est-ce que l'absence dans les manifestations d'éléments visibles, enfin d'une présence massive de Kurdes et sunnites n'est pas quand même un problème? On a l'impression d'un débat interchiite avec et contre l'Iran en Irak aujourd'hui. Alors c'est un peu la pilule empoisonnée de 2003, parce que l'ascendant institutionnel donné à la communauté chiite avec la constitution qui a suivi l'intervention américaine donne mécaniquement un rôle politique aux chiites. En ce qui concerne les Kurdes, ce qui constitue en fait le nord du pays, où ils sont démographiquement présents, et les sunnites, c'est des problématiques, encore une fois, héritées du passé. En ce qui concerne les sunnites, il faut savoir que pendant toutes les manifestations qui ont eu lieu avant 2019, 2011, 2015, etc., les sunnites sont sortis aussi, mais vous prenez une ville comme Mossoul, donc avec une majorité d'habitants sunnites, quand ils sont allés manifester pour les années précédentes pour revendiquer leurs droits, à l'époque, le gouvernement maliki a tiré à l'artillerie lourde sur des quartiers entiers. Et ensuite, c'était le cas à Fallujah en 2013, effectivement. Exactement. Donc la guerre, concrètement, a entamer l'appétit pour des manifestations ouvertes, comme on peut l'observer dans le sud du pays, avec un facteur aggravant à partir du moment où Daesh émerge dans la région, parce qu'il faut se rappeler que, encore une fois à Mossoul, mais dans d'autres villes du pays, les cellules de Daesh existent encore, et il y a donc une suspicion, à tort ou à raison, je dirais, mais il y a une suspicion des services de sécurité irakiens vis-à-vis de la communauté sunnite, qui a été accusée au moment de l'émergence de Daesh d'avoir laissé faire Daesh et d'avoir laissé Daesh se faire le champion de la cause sunnite. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Mossoul, c'est une ville de plusieurs millions d'habitants, donc c'est pas blanc ou noir, et dans chaque quartier, chaque famille, il y a eu des dilemmes impossibles, donc il ne s'agit pas de mettre des grosses catégories, mais toujours est-il que ce sentiment de pouvoir être accusé d'avoir rejoint Daesh, ou que toute instabilité sociale est en fait au service de Daesh, empêche, je pense, beaucoup de sunnites de prendre la rue et de manifester. Ça ne veut pas dire que la popularité du mouvement dans les parties du pays qui sont majoritairement chiites n'est pas soutenue dans son principe
par des Kurdes et par des sunnites. On a des mots d'ordre qui sont profondément irakiens. Et ça, c'est quelque chose qui, indépendamment de ce que pensent les leaders politiques, parle aux citoyens de manière extrêmement puissante. On avait un historien à Washington qui a été un des historiens de Mossoul, a continué à documenter comment était l'occupation de Daesh à Mossoul, et il le résumait de manière très, très simplement. Pour lui, tous les Mossouliotes soutiennent le mouvement, mais ne le diront jamais. D'accord, merci beaucoup Charles pour cet exposé pas facile sur un pays très complexe. Je vais me contenter d'une question parce que après sinon il n'y aura vraiment pas le temps pour des questions de la salle. Il y a eu dans la première vague des printemps arabes une présence visible assez forte des islamistes. Assez rapidement, pas au tout début, mais on l'a vu place Tahrir au Caire, où au bout de une douzaine de jours, les frères musulmans ont débarqué, et puis on l'a vu surtout dans les processus électoraux qui ont suivi en Égypte, en Tunisie, pas en Libye dans un premier temps, mais dans un second temps, et on l'a vu même en Syrie, bon, où la révolution s'est militarisée très rapidement, mais où dans les premiers temps, les frères musulmans constituaient un groupe très important avant d'être débordés par des groupes beaucoup plus salafistes et radicaux. Dans cette deuxième vague de printemps arabe, qu'en est-il de la question des islamistes ? Elle semble beaucoup plus atténuée, comme s'ils avaient perdu, comme si, alors je ne sais pas, est-ce qu'ils ont perdu de la voix ? Est-ce qu'ils ont décidé de d'être beaucoup plus discrets parce qu'il y a eu des phénomènes de répression très importants, je pense à l'Égypte notamment, ou est-ce que, parce que l'ambiance a changé et on a même vu, je rappelle, une révolution anti-islamiste au Soudan, contre un régime qui se proclamait, parangon et défenseur d'un islam politique. Donc quel rapport entre l'islamisme et ces mouvements de contestation ? Si je peux répondre pour l'Algérie, ce que j'observe moi tous les vendredis, et dans une moindre mesure le mardi, il y a le mardi, c'est le jour des étudiants. Les étudiants. Alors par exemple, pour les mardis des étudiants, il y avait pendant un temps une bannière qui flottait avec le chef des ulémas, des réformistes, Abdelhamid Ben Badis. Et ce slogan, Badissia Novembaria, c'est-à-dire Badicistes novembristes, en fait, c'était presque, pour beaucoup, c'est une forme d'oxymore, c'est-à-dire les badicistes. Enfin, les ulémas n'ont pas tout de suite adhéré à l'action armée du FLN en 54, c'était en 56, mais c'est comme s'ils voulaient se fabriquer une mythologie révolutionnaire. De réconciliation entre l'islam et l'idéologie de l'indépendance. Voilà, mais ça a soulevé, en tout cas, j'ai assisté à des scènes de querelles assez animées, avec des étudiants progressistes qui leur disent « Vous n'avez pas le droit d'accaparer le mouvement, de le détourner ». Et là, ça a disparu du paysage. Ce qu'on note, moi en tout cas, je prête une très forte attention, même s'il n'est pas toujours facile d'écrire cette histoire, c'est la sociologie du mouvement, c'est qui manifeste, qui dit quoi dans les manifs. Et les islamistes sont des carrés comme des autres. C'est-à-dire vous avez des gens, des carrés qui sont plus ou moins estampillés, c'est-à-dire idéologiquement dans les cortèges. Par exemple, vous avez un carré féministe très visible et très constant, c'est près de la fac centrale. Vous avez l'extrême gauche, vous avez le parti RCD, Rassemblement pour la culture et la démocratie, avec Mohsin Blabès toujours, il a son carré. Vous avez un peu du FFS, vous avez tous ces sigles-là. Après, vous avez une petite mosaïque islamiste, parce que même eux, ils ne font pas un seul corps. Par exemple, si vous prenez la petite bourgeoisie frériste, frères musulmans, elle est divisée entre Makri, qui lui, par exemple, il vient de voir le président Tebboune, et puis vous avez, par exemple, Tej, qui est derrière les barreaux. Enfin, ils font tous, dans leur matrice, c'est tous des enfants de Cheikh Nahnah, qui était le leader des frères musulmans en Algérie. Je pense à Amar Roul, qui était le ministre des Transports, le ministre de la Corruption. C'est l'un des secteurs qui était le plus touché par la corruption. Donc, tout ce qui est appareil, frères musulmans, ils n'ont aucune emprise actuellement sur le terrain.
restent les nostalgiques du fils. J'emploie à dessein le mot nostalgie. Ce sont vraiment des personnes qui vous disent on a eu une seule élection en Algérie honnête, c'était celle de 91. Oui. Elle a été détournée. Donc ceux-là, ils sont... Bien sûr, il y a toujours le mythe de la victimisation qui fait que cette réminiscence du fils, elle garde elle suscite une certaine tendresse. Il y a une espèce d'affect, mais c'est chez les vétérans du parti. Et vous avez Rachad, il est très présent sur Rachad, il est très présent sur les réseaux. Il est curieusement moins présent en Algérie qu'à l'étranger. Il a, je ne vais pas dire de bêtises, mais parmi ces figures, une espèce, ça me rappelle le télé-évangéliste américain, c'est un prédicateur, mais sur YouTube, il s'appelle Youssef Zetot, qui est très très influent, qui a une audience. Est-ce qu'il y a une présence de Ali Benhadj dans les... Non, Ali Benhadj, il existe comme beaucoup plus, on va dire, comme cri, parce qu'on dénonce parfois les pressions qu'il subit, parfois il subit des arrestations, tout ça, on l'empêche de parler, du coup vous avez plus de la sympathie. Mais par exemple, juste pour en finir sur ce chapitre, l'une des épreuves qui pouvait donner réellement, renseigner sur l'ancrage du fils, c'était l'enterrement de Abbassi Madani, il y a quelques mois. Oui. Et c'est vrai que le quartier de Bellecour, c'est un quartier de la banlieue est d'Alger très populaire, où il a été enterré. Il était plein de monde, mais ça n'est pas allé plus loin que ça. Et même la date de son enterrement, qui devait être le vendredi, les autorités ont décidé de la différer au samedi et ça n'a rien provoqué. Ce sont juste des éléments pour vous dire que l'islamisme, il est réduit à ce carré-là. Après, dans le débat public, bien sûr que la question de l'islam politique, elle revient régulièrement. Elle n'est pas tranchée et c'est l'un des enjeux de la prochaine constitution. C'est-à-dire, quelle place accorder au rapport à la religion. Il y a des personnes qui vont jusqu'à employer d'une manière tout à fait décomplexée le mot laïcité, mais le mot laïcité, en fait, n'est pas... Il est toujours problématique, on ne va pas se mentir. Et donc, moi, personnellement, je suis tranquille par rapport à ça, parce que je me dis, l'un des génies du Hirak, c'est d'avoir résolu cette équation, qui était de se dire, est-ce qu'on peut mobiliser en dehors du populisme islamiste? Parce qu'on a toujours présenté le populisme islamiste comme étant le moteur par excellence qui pouvait faire la révolution. Est-ce que des remarques particulières ou pas d'ailleurs? Peut-être que vous allez me dire, c'est pas un problème chez nous, point. Bon, ça, c'est peut-être pas un problème chez nous, mais j'aimerais bien dire, Mustapha, si je peux me permettre, de faire attention parce qu'il y a des carrés beaucoup plus dangereux que d'autres et qui ont beaucoup plus tendance à devenir totalitaires et à occuper tout l'espace. Et si on veut un changement dans nos pays, un changement vers le mieux, ce n'est sûrement pas vers des États islamistes. Et donc, il faut faire attention aux carrés islamistes parce qu'ils peuvent vraiment... Ils ont cette tendance à tout gâcher. Mais pour parler, pour rebondir un peu sur ce que disait Charles, évidemment, chez nous au Liban, maintenant, il s'agit de deux enjeux. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? C'est-à-dire quelles sont les priorités pour pouvoir casser ce cercle vicieux qui se nourrit de lui-même. On a tendance, à cause de notre système et de notre constitution, à dire que c'est par les élections parlementaires, et c'est pourquoi il y a beaucoup qui réclament des élections parlementaires qui se fassent tôt, pour pouvoir élire des représentants qui soient de vrais représentants et non pas élus parce qu'ils ont été avancés par un parti ou bien avec des voix achetées. Mais là aussi se pose la question de la loi électorale et si celle qui est maintenant appliquée pourrait permettre à des gens différents de pouvoir accéder au Parlement. Maintenant, parmi 128 députés, nous avons une seule qui est de l'opposition, qui appartient à la coalition de la société civile qui a fait les élections en 2018. Par ailleurs, on a seulement 6 femmes, 228 députés, et là, c'est un autre problème très grave, et d'ailleurs, les féministes aussi sont beaucoup plus qu'un carré dans notre révolution. Et puis, la deuxième question, c'est vraiment, quel Liban voulons-nous? Est-ce que nous voulons un Liban iranien à travers la main de Hezbollah, ou plutôt cette bombe à retardement que nous avons dans le pays, ou bien un Liban libanais?
Est-ce que nous voulons un Liban wahhabiste à travers l'Arabie saoudite, même si elle prétend maintenant de devenir moins wahhabiste, mais je n'y crois pas beaucoup, ou bien un Liban libanais? Est-ce qu'on veut un Liban bassiste où la main du régime dictatorial criminel de Bachar al-Assad est présente ou omniprésente, ou bien un Liban libanais? Pour moi et pour beaucoup d'autres, il s'agit vraiment de vouloir un Liban libanais et de faire tout ce qu'on peut pour que ça arrive, peut-être pas pour ma génération, mais au moins pour les jeunes Libanaises et Libanais des générations futures. On va sûrement continuer à lutter pour ça. Charles, une remarque ou des remarques? Sur l'Irak, la question religieuse est particulière parce que le rôle des institutions religieuses chiites est très important. Vous avez des villes comme Najaf et notamment des dignitaires religieux comme l'ayatollah Sistani qui, sans être des acteurs quotidiens de la politique, chaque vendredi, par l'intermédiaire d'un porte-parole, font passer des messages politiques qui sont ensuite utilisés dans un sens ou dans l'autre par les responsables politiques. Mais il y a cette sorte d'autorité morale religieuse qui... Alors c'est parfois surprenant pour les observateurs extérieurs, mais cette autorité religieuse, à travers l'ayatollah Sistani, a tenu des discours qui sont très nationalistes. Insistant sur la non-ingérence, ou en tout cas le refus de l'ingérence étrangère, mais n'ayant pas un agenda qui soit en lui-même islamiste. Et donc, ce qui me paraît, au-delà du cas irakien, donc, qui est très déterminé par ce fait religieux chiite, évidemment, de manière plus générale dans la région, si on fait le bilan, en quelque sorte, depuis 2011, je pense que l'enjeu, en tout cas pour les analystes, c'est d'arriver à bien faire l'indistinction entre, l'identité individuelle, est-ce que je me sens ceci ou cela, les préférences politiques, est-ce que je préfère que la religion joue tel ou tel rôle dans la définition de la loi et dans l'appareil symbolique de l'État? Est-ce que je veux des références à Dieu dans toutes les interventions des hommes politiques ou pas? Et le troisième aspect qui est important de distinguer des autres, c'est quelles sont les pratiques politiques. Ce qu'on a observé depuis 2011 au fil des différents parcours nationaux, par exemple entre l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, c'est des partis islamistes faisant des choix politiques très différents. Avec, dans certains cas, des approches intolérantes, où en fait, la religion est utilisée comme moyen de dire c'est nous qui avons raison et tous les autres ont tort. Et puis d'autres forces politiques islamistes qui, tout en ayant un agenda conservateur sur les questions de mœurs, les questions d'égalité homme-femme, etc., rentrent malgré tout dans des négociations qui sont des négociations institutionnelles, parlementaires et autres. Et donc, la différence, par exemple, entre les frères musulmans égyptiens qui avaient une tendance majoritaire hégémonique et Ennahda, c'est-à-dire la tendance tunisienne des frères musulmans qui a été tout à fait capable de négocier une constitution pas à son avantage. Et donc il y a là depuis 10 ans une capacité à juger sur les faits, comment se sont comportés un certain nombre de responsables politiques. Qui a échoué et qui a réussi. Voilà, et ce qu'on en retire, et notamment quand on observe les réseaux sociaux arabes et un certain nombre de mouvements plus locaux, d'associations, on s'aperçoit, et c'est particulièrement fort dans les mouvements qu'on a évoqués, la capacité à mêler une identité religieuse et une identité politique qui, elle, est laïque. D'une certaine manière. Ça ne veut pas dire que la symbolique religieuse est absente, au contraire, elle continue à jouer un rôle important, mais les propositions politiques qui sont faites à partir de celles-ci peuvent être tout à fait laïques. Et donc, il faut arriver à lire ces différents niveaux. C'est très compliqué parce que certains acteurs sont eux-mêmes pas très clairs sur ce qu'ils veulent en faire, mais ça doit nous prémunir contre des analyses trop brutales et alarmistes sur, je me rappelle en 2012-2013, en France, beaucoup de débats sur l'hiver islamiste. La question est peut-être légitime, mais quand on regarde le détail des situations nationales, on a un tableau beaucoup plus contrasté. Et un des aspects que je traite aussi dans mon livre, c'est les dynamiques sous-jacentes. Un exemple tout bête, vous vous apercevez avec la pénétration d'Internet dans tous les pays de la zone. Entre 2010 et 2018, on a une augmentation de 100%
dans toute la région d'Internet. Donc Internet est plus simplement quelque chose réservé à une élite, c'est quelque chose qu'on a sur les téléphones portables, etc. Et vous voyez fleurir des pages Facebook, des groupes Facebook, où il se dit tout, dans tous les sens. Alors à la fois des objectifs très religieux, parfois avec un langage très intolérant, et puis vous avez aussi des pages Facebook où pour la première fois, des gens avec une photo et leur nom propre disent « Eh ben moi je suis athée ». Et voilà. Donc ce débat, il existe. Je ne sais pas quelle solution politique il produira, mais il existe aussi, et c'est cette complexité que les manifestants eux-mêmes essayent de résoudre avec des propositions politiques dans un sens ou dans l'autre. Merci beaucoup, parce qu'effectivement, on n'aura pas le temps de l'aborder, mais il y a une dimension individuelle à ces révolutions, de libération individuelle, où chacun s'affirme pour ce qu'il est et demande d'être reconnu, accepté pour ce qu'il est, c'est-à-dire, je ne sais pas, copte et non pratiquant, sunnite et athée, cela existe de plus en plus dans le monde arabe, si effectivement, comme dit Charles, on surfe sur les réseaux. Je pense qu'on arrive, hélas, un peu au terme de du temps qui nous est imparti. On a le temps pour 2 questions ou pas ? 10 minutes, voilà, donc 2 questions. Juste une chose, parce qu'il faut préciser, Charles, vous êtes un peu trop tolérant. Se proclamer athée dans le monde arabe est toujours, jusqu'à maintenant, peut-être cause de poursuite, sinon de peine de mort. Donc il faut le dire, il y a beaucoup, c'est-à-dire se proclamer athée n'est pas comme se proclamer sunnite ou chiite. Il faut faire la différence. Non, c'est certain. Je parlais juste de la nouveauté du phénomène où de plus de gens assument. Oui, ils assument, mais ils assument le danger de le faire. Et pas seulement, c'est pas tellement inoffensif. Le dire, ça veut dire qu'ils sont prêts à être poursuivis. J'ai plein d'amis qui ont été emprisonnés, qui sont toujours en prison, qui sont poursuivis, juste parce qu'ils sont ils l'ont proclamé, ils sont accusés d'être athées. Donc, juste pour dire ça. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Un homme, une femme, si possible, pour être un peu... Monsieur, est-ce qu'il y a une dame ? Il n'y a pas de question de féminine ? Ouais, je vous demanderai juste une chose, c'est de faire, si possible, bref, parce qu'il y a peu de temps. Et, 4 mots. 4 mots. 1, 2, 3, 4. Peut-on parler de l'émergence, comme le cas de la Nahda, de musulmans démocrates, comme les chrétiens démocrates en Italie ou en Europe en général? Merci. Très bien. Est-ce qu'il y a des volontaires pour répondre? Ah, et une dame. Donc on va prendre les 2 questions, répondre, puis après, si on peut, je suis 2 féministe, autres. donc voilà. Pour le carré féministe algérois, du coup, est-ce qu'il y a des hommes dans le carré féministe? J'en fais partie. Voilà la bonne réponse. Sur les démocrates, à mon sens, ils existent et ils ont existé depuis très longtemps. La difficulté, c'est celle de l'espace dans lequel ils peuvent se placer. Et je rebondis sur ce que Jomana disait sur la Syrie. Le cas syrien est exemplaire parce que pendant plusieurs mois, de longs mois, plusieurs années, on a ces démocrates musulmans, pratiquants ou non pratiquants d'ailleurs, qui ont tenté une expérience pacifiste et un mouvement révolutionnaire pacifiste, mais ils ont été écrasés entre le marteau du régime syrien et l'enclume des mouvements djihadistes. Et donc, la pratique démocratique est souvent trop faible pour résister aux pressions guerrières dans des théâtres de conflits. Ce qu'on observe dans d'autres pays, notamment en Tunisie, c'est que des espaces institutionnels ont pu se créer et permettre ce débat-là. Donc l'enjeu, à mon sens, c'est pas d'essayer de chercher s'il y en a ou il y en a pas. Il y en a beaucoup en fait. La question, c'est de voir dans quel pays, dans quelles conditions, ils ont un espace suffisant pour se structurer et gagner des élections. Et ensuite les perdre parce que la démocratie, c'est surtout l'alternance plus que les élections. Mais juste pour compléter très brièvement,
Je pense que les deux pays où vous avez des expériences qui peuvent être intéressantes par rapport à ce que vous dites, c'est-à-dire l'émergence d'une forme de parti musulman démocrate, c'est-à-dire revendiquant une identité musulmane tout en acceptant le pluralisme, etc. Parce que des musulmans qui sont des démocrates, ça, il y en a des millions. On est d'accord. Mais je ne parle pas de musulmans comme définition de l'individu, mais comme une force politique. Je pense que les deux endroits où vous pouvez peut-être voir émerger ça, mais ça demande confirmation, c'est Tunisie et Maroc. Parce que il y a eu soit des autolimitations, soit des limitations très fortes posées par notamment la royauté au Maroc et un système institutionnel posant des limites au pouvoir et qui ont été acceptées par une certaine tendance des partis islamistes, pas d'autres. Il faut voir jusqu'à quel point cette acceptation est réelle, fait de la place aux autres, etc., sur le long terme. Mais donc, une expérience, on ne peut pas la juger sur 5 ans, mais plusieurs dizaines d'années. Bonjour, merci beaucoup en tout cas pour les 3 interventions, parce qu'elles nous ont donné un éclairage très intéressant sur ces régions en révolte, que ce soit l'Algérie, le Liban et l'Irak, et ce regard croisé est très intéressant. Et moi, ma question, ce serait, maintenant, au moment où nous en sommes aujourd'hui, en Algérie, où on arrive au premier anniversaire de la Révolution, au Liban, on en est à 4 mois, est-ce que vous pensez que les sorties de ces révolutions se passent obligatoirement par des élections ? Oui, moi je suis convaincue que c'est le moyen le plus démocratique pour pouvoir produire une classe politique différente. Mais aussi, là aussi, il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, nous poser la question, quelle est la loi électorale qui pourrait garantir ça? Car il faut dire que la loi électorale présente au Liban est une loi qui a été concoctée par le pouvoir pour pouvoir encore plus garantir leur arrivée au pouvoir. Donc, évidemment, maintenant, il y a beaucoup plus de chances aux indépendants qu'avant, mais ça ne va pas être facile nécessairement. Et donc, mais si maintenant on revendique une nouvelle loi électorale, qui va la faire? Un gouvernement qui n'est pas un gouvernement qui représente les intérêts de la Saoura. Donc là aussi, il y a ce cercle vicieux, et c'est pourquoi je me dis qu'une structure est nécessaire quand même. Une leadership, et pas un leader, une personne, mais une leadership qui pourrait prendre en main la vision future qu'on veut pour le Liban. Car je veux bien qu'on soit des groupes différents et des carrés différents, mais en fin de compte, il doit y avoir une vision commune pour ce pays, pour qu'on puisse avancer. Sinon, juste en ayant ce puzzle, on va rien pouvoir faire. Mais j'aimerais juste dire quelque chose à propos des démocrates musulmans. Personnellement, je suis convaincue que les musulmans peuvent être démocrates dans les situations où ils ne peuvent pas faire autrement, uniquement parce que c'est comme pour moi c'est un oxymore, c'est comme les féministes islamiques. Pour moi, là aussi c'est un oxymore, parce que pas du tout, monsieur, pas du tout. Il faut respecter. Il faut respecter mon avis. Il faut pas juste. L'islam est une religion qui dit qu'elle est la religion la seule religion vraie. Et c'est aussi une religion qui est liée à la politique. C'est une religion qui vise à la gouvernance de l'État et du pays. Donc, concilier cela avec, je ne dis pas que c'est impossible, c'est possible, mais avec beaucoup de garde-fous. Exactement, beaucoup de garde-fous. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas spontané à l'islam d'être démocratique. Merci. Choumana, je vous remercie. Je pense que pour être totalement démocratique, je crois que Moustapha voulait parler de la question des élections. Non, je pense qu'il y a un malentendu. En fait, quand les Algériens se sont soulevés
dans une très très large proportion contre les élections présidentielles, les trois, ça ne veut pas dire qu'ils rejettent la solution électorale. L'arbitrage, in fine, se passe par les urnes. Par exemple, vous avez récemment la réunion du PAD, des partis collectifs autour du pacte de la transition démocratique. Voilà, le mot est dit. Il plaide pour une période de transition dans laquelle on va débarrasser le système des résidus de ce qu'on appelle la SABA, c'est-à-dire la mafia au pouvoir, et de rendre à l'urne son sens et sa dignité. Et cette phase-là, le régime n'en veut pas, parce qu'il considère que la transition, ça veut dire c'est l'aventurisme, que l'Algérie sera après sujette à une instabilité. Et en fait, le débat aujourd'hui, c'est comment sortir du statu quo, parce que nous sommes en train de tomber progressivement dans ce que j'appellerais un statu quo mortifère avec l'élection Tebboune, et comment redonner justement à la mobilisation du sens en réinventant le geste politique. Et c'est tout l'enjeu, justement. Donc, juste pour répondre par rapport à tout là, peut-être je me suis pas mal exprimé quand on abordait la question de la représentation. Je disais, moi, mes prévisions personnelles, c'est que ce format va continuer. Mais à côté de ça, il y a énormément d'initiatives. Dès le 18 mars, il y avait la naissance de ce qu'on appelait la collective des dynamiques de la société civile. Il y a eu des syndicats autonomes. Ensuite, il y a eu une réunion de la conférence, on appelle ça la conférence de la société civile le 15 juin. Ensuite, il y a eu une réunion le 24 août. Malheureusement, entre-temps, il y a eu une terrible répression qui a empêché les Algériens de se parler et de réinventer le politique. Mais in fine, ce sera, bien sûr, le départage des projets, se fera par les urnes. Charles, je crois que vous voulez faire une dernière remarque. Un dernier mot, parce que je partage l'avis de Joumana sur les garde-fous, mais ces garde-fous, c'est simplement une compétition politique qui soit équitable, alors que ce qu'on a observé depuis 2011, c'est la difficulté à installer un processus politique qui soit équitable. Et ce qui a effectivement poussé un certain nombre de partis islamistes à faire le choix de la démocratie, c'est un rapport de force équilibré ou défavorable. Donc ça, c'est ce qui s'est passé dans un certain nombre de pays depuis 2011. Mais c'est pas propre au monde arabe, c'est de la réalité politique élémentaire. Personne ne va faire de concessions s'il n'y est pas forcé. Chaque homme ou femme politique dans le monde raisonnera de la même manière. Un autre élément que je retiens de la séquence qui va se terminer ces 10 années, c'est quoi qu'on en pense, les islamistes qui sont arrivés au pouvoir, quoi qu'on pense de leur légitimité ou pas et de leur rapport à la religion, il y a un fait qui est indéniable, c'est que ceux qui sont arrivés au pouvoir n'ont pas trouvé de solution particulièrement plus géniale que les autres pour résoudre la crise sociale et la crise économique. Et on a une phase historique où, au début du XXe siècle, on va dire l'idéologie qui avait le vent en poupe était plutôt le nationalisme arabe. On est passé ensuite, à partir des années 60-70, à une phase où c'était plutôt l'islamisme qui avait le vent en poupe. Ce qu'on peut observer et ce qui a été documenté par la recherche académique dans un certain nombre de cas, c'est que ces deux corpus idéologiques ont relativement échoué et n'ont pas réussi à promouvoir des solutions qui soient convaincantes pour les citoyens. Et c'est pour ça que dans les mouvements qu'on a observés en 2011 et qu'on observe encore en 2019, on a des synthèses de différentes traditions intellectuelles qui soient plus ou moins religieuses, plus ou moins laïques, et les nouveaux acteurs, les jeunes, eux qui ne se sentent pas liés à cette tradition, font des mélanges en fonction du contexte local. Et donc pour moi, la question fondamentale est vraiment celle des solutions macroéconomiques qui pourront être trouvées, et finalement les acteurs religieux se sont pas montrés plus compétents que les autres pour le faire. Et on en revient à la question du leadership, avec des leaders qui doivent pouvoir émerger et apporter des solutions économiques, et pas simplement agiter différentes ressources identitaires. Alors, merci beaucoup.